Récits, le podcast qui résonne, ou comment nos histoires et nos récits nourrissent notre imaginaire et notre trajectoire. Récits, un podcast créé, produit et présenté par Sophie Mauriac et Olivier Mardy. Réalisation et création sonore, Paul-Éric Rouvière. Salut, comment ça va? Bonjour. Salut Awa, ça va? Ça va Olivier, toi? Ouais. Tout va bien, ça commence déjà là maintenant comme ça? C'est les grosses embrassades ce matin, c'est les grosses embrassades. J'ai tellement peur d'arriver en retard. Non, J'arrive presque en avant. Alors, ces voyages, le Sénégal, c'était bien? C'était super et là je l'Allemagne. repars jeudi. Bonjour, Bonjour. nous recevons ce matin Awali, auteure, compositrice et interprète et comédienne. Bonjour Awa, Bonjour Olivier. merci d'être là ce matin. Quels sont les récits, les histoires qui ont nourri votre vie, vos espoirs, vos rêves et votre trajectoire? Alors, disons que je vais prendre peut-être les plus marquantes. Très petite, j'ai compris, ou on m'a fait comprendre en tout cas que j'étais différente, dans le sens où sur la photo de classe, je me souviens, j'étais la seule petite noire de la classe et je crois que j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait pas une séparation, mais en tout cas quelque chose qui pouvait différencier de manière très profonde. Surtout les enfants, entre eux, ils sont assez crus, assez abrupts, assez « pourquoi est-ce que tu es de cette couleur ?» Et puis cette couleur, ça rappelle le chocolat quand c'est gentil, voilà, ça rappelle. Et je me souviens que ça m'avait beaucoup marqué cet épisode parce que je suis rentrée à la maison et puis j'ai demandé à mes parents comment ça se fait. Alors ça devait pas être en CP, ça devait être vraiment à la fin de la maternelle, quelque chose dans le genre. Mais je me souviens qu'en rentrant, j'ai posé la question à mes parents qui m'ont demandé pourquoi et je leur ai expliqué la scène, ce qui s'était passé et ils m'ont dit la prochaine fois tu réponds parce que voilà, il y a beaucoup de fleurs mais elles sont toutes différentes les unes des autres et pour faire un beau bouquet il faut justement qu'il y ait beaucoup de fleurs encore une fois je me répète mais différentes les unes des autres, uniques dans leur aspect, dans leur et j'avais beaucoup aimé cette conversation. Ça, c'était un des premiers. Et j'ai cultivé donc cette différence. Non pas que je me suis appuyée sur ça pour quoi que ce soit, mais ça m'a permis moi aussi de m'aimer telle que je suis, de faire de tout ça une richesse en fait. Le fait d'être née et d'avoir grandi en France et d'être d'origine sénégalaise, d'avoir eu la possibilité aussi d'aller au Sénégal très souvent, jusqu'à présent d'ailleurs, de continuer à y aller et tout simplement de me dire que cette multiculturalité, si je peux dire ça comme ça, c'est un point de force pour moi. C'est vraiment une richesse. Et justement, est-ce que ça a donné lieu à des histoires différentes d'être en lien avec ces deux continents et de provenir de ce continent africain, notamment du Sénégal? Qu'est-ce que ça a créé comme histoire profondes qui vous ont touché, qui vous sont nourries? J'ai la chance d'être dans une position, moi je le prends pour une chance bien sûr, d'être dans une position, un point de vue sur l'Occident, sur l'Afrique, de manière privilégiée, je m'en rends bien compte, parce que j'ai eu beaucoup plus de chance pour mon éducation, pour l'école, par rapport à mes cousins par exemple, et même la chance de pouvoir découvrir ce monde sans demander l'autorisation de sortir du pays et d'aller visiter cette planète qui est la nôtre et cette idée de frontières que certaines personnes, si tu es né de ce côté de la ligne, tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Si tu es né de l'autre côté de la ligne, on ne sait pas trop pourquoi, tu n'es pas autorisé en fait. Et je me rends bien compte de cette chance-là parce que j'ai des cousins qui, même si juste pour venir visiter
Paris et repartir, pas pour vouloir s'installer. Ils ont leur vie là-bas. Bon, c'est un tout petit peu plus facile maintenant, mais honnêtement, je ne comprenais pas que je puisse, moi, aller les voir autant que je voulais et qu'eux ne puissent pas venir, que c'était pas réciproque. Et quand je demandais, quand j'étais petite, c'était on leur donne pas l'autorisation de sortir du pays, ils n'ont pas les papiers pour, le visa, etc., etc. Et je me rends bien compte de cette position de privilégiée, tout simplement. C'est un privilège que j'ai. Le lieu de naissance. Tout à fait. Et c'est un petit morceau de papier qui donne ce pouvoir, de pouvoir aller et venir de par le monde sans devoir demander l'autorisation à personne, ou en tous les cas, d'être libre dans le vrai sens du terme. Et encore, là, maintenant, avec tout ce qu'on a vécu, on peut en reparler de cette liberté, mais c'est vraiment un privilège. Et en tous les cas, je suis née là où je suis née, et ça me permet d'être là en face de vous maintenant. Et quelles sont donc les histoires d'enfance, les récits que vous avez lus ou qu'on vous a racontés qui sont les plus marquants dans votre enfance ? Il y en a beaucoup musicaux, déjà je vais dire. D'accord. Parce que papa est un grand mélomane. Alors il n'est pas musicien, mais par contre il écoute beaucoup de musique. Je me souviens qu'il rentrait très souvent avec des nouveaux vinyles le soir. Et on avait un moment d'écoute du nouveau vinyle et d'échange par rapport à ce qu'on avait écouté et ce que ça provoquait. Et il y avait cet album, alors là je ne vais plus me souvenir du titre, mais d'Ali Farka Touré, qui moi m'a vraiment, je ne vais pas dire bouleversée, mais qui a beaucoup remué, qui a beaucoup bougé, qui a beaucoup vibré. Ali Farka Touré, il était malien, c'était des sons, c'était du blues et en même temps mélangé avec des rythmes qui en moi provoquaient des sensations très très fortes. Peut-être, je vais pas parler de mes ancêtres, mais en tous les cas il y avait quelque chose de naturel, de très que je reconnaissais. Et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, j'arrivais pas à mettre la main dessus, mais ça provoquait en tout cas des sensations qui étaient très fortes, très puissantes, très profondes aussi. Ça m'a beaucoup remué. Qu'est-ce qui vous marquait de cette artiste ? C'était sa voix, c'était les mélodies, c'était les sa instruments, voix, sa façon de jouer la guitare. Et je comprenais pas les paroles, parce que je parle pas bambara du tout. Son timbre de voix, le grain de sa voix, toute l'émotion qu'il y a dans sa voix. Il y avait des choses très subtiles dans sa façon de prononcer des mots qui allaient déclencher en moi ce qu'on appelle les goosebumps, c'est-à-dire cette chair de poule qui, on ne sait pas trop, c'est parce que je suis certaine qu'on vibre tous à certaines fréquences, et lui, il allait, boum, sur cette corde-là qui provoquait ces frissons de joie, de plaisir, de bonheur, qui transportait, qui faisait voyager, qui jusqu'à présent d'ailleurs à chaque fois que je l'écoute. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas aujourd'hui. Et puis je suis très émue là parce qu'en fait je vais aller participer au Saint-Louis Jazz Festival et il va y avoir son fils, Vieux Farka Touré, qui est aussi programmé, et donc c'est la première fois que je vais le rencontrer et j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Est-ce qu'il y a d'autres récits de livres, de films, d'histoires qu'on vous a racontées durant l'enfance, qui ont forgé comme ça votre identité Oui, il y a Le Petit Prince, ça a été peut-être le début, pourtant très jeune, d'une quête spirituelle, on va dire, qui est encore en cours, bien sûr, mais c'est peut-être cette histoire, toujours papa, qui l'avait lu, avec qui j'avais lu, avec qui on en avait parlé. C'était dans mon imaginaire, parce que j'avais des amis imaginaires aussi. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en a eu. J'ai du mal à en parler un peu parce que c'est vraiment quelque chose dont je parle très rarement. Et là, d'en parler comme ça, c'est d'ailleurs très étrange. Parce que c'est très personnel, très privé. Oui. Mais en même temps, c'est des choses que je percevais et que maintenant, en étant en âge adulte, je me dis que j'avais de vraies sensations et de vrais... que je percevais le vrai. Cette envie de vivre
de manière vraie, de manière honnête, de manière sans artifice. Et cette histoire m'a apporté beaucoup de, plus j'y repense, beaucoup de simplicité dans la façon de vivre les choses et beaucoup d'honnêteté dans la façon de vivre les choses. Donc il y avait un personnage comme ça qui était le petit prince, qui faisait partie de votre imaginaire, qui était très présent, avec qui vous aviez un contact, et quelque part qui participait à votre évolution, à votre prise de conscience. De l'environnement où je vivais, parce qu'après on interpose tout ça par rapport à son expérience. Et cette idée déjà de voyage, moi depuis que je suis toute petite, j'aime découvrir ce monde qui est le nôtre, qui nous soutient, qui nous supporte et qui est tellement beau. Alors il y avait d'autres personnages, vous dites, qui ont occupé ce champ de l'imaginaire pendant l'enfance, avec qui vous aviez des drôles de conversations apparemment. Oui, mais ça, quels sont-ils ces personnages? On peut creuser un peu cette partie. Je sais pas trop si mais en tout cas, pour revenir sur un terrain tout petit peu plus concret par rapport aux personnes qui ont influencé, il y a ma grand-mère aussi maternelle, Mamie Yacine, qui vivait au Sénégal, donc, et c'était avec elle que je restais à chaque fois que j'étais à Dakar, et que c'était la seule qui arrivait à me calmer plus ou moins. Je suis très attachée à papa, à mon père. Maman aussi, bien sûr, et je l'adore, c'est pas ça le... Mais apparemment, quand je partais, qu'on était tout petite, en tous les cas, le pédiatre avait conseillé à maman d'emmener une chemise avec l'odeur de papa, parce que moi, je me couchais dessus et ça faisait un peu le doudou, et c'est avec ça que je me calmais. Si j'avais pas ça, en tout cas, c'était Mamie Yacine, donc ma grand-mère maternelle. Je me souviens de cette chambre dans la maison familiale à Grand Dakar. Et il y a dans cette chambre cette veilleuse qui était toujours allumée. Moi, j'étais sur le petit lit et ma grand-mère était sur le grand lit. Je revois encore cette chambre. Elle existe toujours, d'ailleurs. Bon, elle est plus là depuis longtemps. Énergétiquement, je la ressens encore, grand-mère. Très, très fort. Et pas qu'elle, d'ailleurs. Vraiment toute cette lignée de femmes du côté de maman. Leur force, leur puissance, leur résilience. C'est très matriarcal chez moi. Et en tout cas, dans cette chambre, j'avais l'impression à chaque fois qu'on était dans un autre univers. Quand c'était l'heure d'aller se coucher, j'avais pas tellement envie, mais et justement, j'étais assez dans le pleur et tout ça, et elle arrivait et avec ces chants où je comprenais pas les paroles non plus là à ce moment-là, et ça me transportait là aussi, ça m'apaisait. Vraiment, beaucoup. Et il y a des fois des parfums que je sens et qui me ramènent à ce moment-là. De tchouraï, on appelle ça. C'est de l'encens, en fait, qui est très utilisé au Sénégal, entre autres. Et puis aussi des odeurs de tabac. Elle fumait la pipe. Elle fumait la pipe. Malheureusement, d'ailleurs, je pense que c'est bien ça qui l'a emporté, mais le tabac, en tous les cas. Ça fait partie des souvenirs d'enfance très vifs que j'ai. Ces moments-là avec Mamie Yacine. Et est-ce qu'on vous racontait beaucoup d'histoires justement dans la famille ? Votre père, vous dites, était très présent. Les moments où j'étais au Sénégal, c'est là où on organisait, après là, un tout petit peu plus grande, les nuits blanches où avec les cousins, on se racontait les histoires. Parce que voilà, les histoires avec papa, maman, c'était beaucoup plus... Jeune. Voilà, beaucoup plus jeune. Mais bon, en préadolescence, les vacances d'été, je les passais presque toutes vraiment au Sénégal. Donc là, et c'était des organisations de nuits blanches, vraiment, à se raconter des histoires, des contes, des légendes, du royaume du Khasso, par exemple. Où, je vais pas raconter exactement les histoires, j'ai pas ces souvenirs-là, c'est plus des ambiances, des moods, des
atmosphères dans la cour centrale de la maison familiale, où il y a cet arbre immense qui est encore là, et donc l'arbre à palabre, justement, dont on s'asseyait puis on buvait le thé, ou du lait aussi, du lait où on mettait, je me souviens, des pastilles de menthe dedans, et autour de ça, les cousins qui sont vraiment tous plus grands que moi en plus, donc c'était assez... c'était amusant, c'était émouvant, c'était des histoires de famille, c'était des histoires de famille, voilà, des ancêtres, des anciens, voilà, et qui renforçaient notre appartenance à un clan, puis qui renforçaient aussi nos liens entre nous, entre cousins, entre frères et sœurs, et qui donnait justement de la confiance beaucoup en soi, de savoir d'où l'on vient et qui on est. Et ouais, c'était très rassurant. C'était très, très rassurant. La famille, vraiment, cette base-là, j'ai cette base-là, et je suis pleine de gratitude pour ça, parce que c'est vraiment ma base, et je sens qu'à chaque fois que je retourne au Sénégal, j'y puise beaucoup de force, beaucoup de sérénité, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, et sans même... c'est juste l'air que je sais pas, dès que j'arrive, je sens que pas que je suis à ma place, parce que j'aime vraiment... Je veux pas être à l'eau de rose, mais partout vraiment où il y a de l'amour, je me sens chez moi. Je vais pas dire que je suis fière d'être née en France. Je suis née en France, c'est pas moi qui l'ai choisi. Comme on dit, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Il y a toute cette chanson qui explique vraiment très très bien les paroles de Maxime Le Forestier sur cette chanson. Ça pourrait être vraiment l'hymne d'une belle partie de ma vie, d'une bonne partie de ma vie, c'est sûr. Et de quoi vous vous souvenez dans ces récits, justement, autour de cet arbre à palabre? Qu'est-ce qui vous reste? Comment ça a nourri peut-être vos chansons? Ou votre envie, en tout cas, de faire la musique aujourd'hui? Qu'est-ce qui a donné envie d'ailleurs c'est ce qui est un peu étrange, parce que dans ma famille, on vient pas... Vous savez, au Sénégal, bon, c'est beaucoup moins présent maintenant, mais il y a des castes. Il y a la caste des bijoutiers, la caste des pêcheurs, la caste des griots, justement. Et moi, je suis pas d'une famille griotte, en fait. Et c'est eux, normalement, qui sont les chanteurs et les conteurs, les rapporteurs des histoires des familles dites, entre guillemets, nobles. Et donc, quand je me suis mise à chanter, de manière professionnelle surtout, je ne l'ai pas dit tout de suite. Mais non pas parce que je pensais qu'on allait m'empêcher, mais c'était surtout pour moi, pour voir si c'est réellement ce que j'avais envie de faire, de me lancer dans cette aventure, parce que je faisais vraiment tout autre chose avant. Je venais d'un autre monde, on va dire, presque. Et une fois, une cousine m'a posé cette question, m'a dit: écoute, Awad, est-ce que tu as vu ton père chanter? Est-ce que tu as vu ta mère chanter? Est-ce que tu as vu tes grands-parents chanter? Est-ce que quelqu'un... Non. Je disais bien sûr que non. Elle était: alors pourquoi est-ce que tu veux chanter, toi? C'est pas comme un choix, c'est juste une sensation, un ressenti. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de... Enfin, c'est quelque chose qui est en moi et puis qui sort comme ça. Je me pose pas trop la question du pourquoi, du comment. Après, c'est vrai que justement, autour de cet arbre, les histoires de mes grands-parents ou de mes arrière-grands-parents, qui étaient des érudits religieux, des maîtres aussi religieux, des maîtres de sagesse, c'était des gens qu'on venait voir et à qui on demandait conseil, à qui, qui avaient une certaine réputation. Elle, selon ses dires, d'avoir une arrière-petite-fille qui fait la chanteuse, qui est exposée comme ça, c'est pas très... Mais j'aime penser que mes ancêtres sont très, comme on dit en anglais, I'm my ancestors' wildest dream, et qui sont très, très, très heureux pour moi, parce que je suis heureuse, justement, de ce que je fais, de la manière dont je le fais, et que... il m'inspire dans l'écriture de mes chansons par rapport à cet ancrage à Gaïa, à la terre-mère. Et je trouve que ça, en Afrique, on le ressent encore
plus. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le berceau de l'humanité? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de très puissant, même voire de mystique, par rapport à ça. Et je sens, comme tout à l'heure, je parlais de cette lignée maternelle, c'est sûr que elles sont là, quoi. Elles sont là en moi. Et ces histoires, encore une fois, autour du grand arbre à Grand Dakar, c'est pas des mots en particulier, où c'est vraiment plus une sensation, plus une énergie qui est présente. Et alors aujourd'hui, à voir quelles sont les thématiques et l'imaginaire que vous mettez dans vos chansons. Est-ce que vous dites que vous puisez de l'inspiration autour de ces histoires de la famille, de la terre, de ces énergies qui vous habitent et ces personnes qui sont encore présentes et qui nous entourent, tous, toutes et tous. Et d'où vient cet imaginaire pour construire vos propres récits aujourd'hui? Je peux parler du dernier album, même de l'avant-dernier d'ailleurs, Five and a Feather. Le dernier s'appelle Safe and Sound, qui est sorti en pleine pandémie. Donc Safe and Sound comme titre, je l'avais pensé bien avant, bien sûr, et jamais j'aurais pu imaginer justement qu'il serait sorti dans ces conditions. Et en même temps, je suis convaincue que rien n'arrive par hasard. C'est pas une coïncidence. Il n'y a pas de... C'était un moment voulu, cet arrêt forcé pour pouvoir avoir ce recul, cette introspection encore plus poussée, disons, parce que j'étais déjà sur ce chemin. Mais les chansons donc, de ce dernier album que j'ai écrit bien avant la pandémie, elles prennent tout leur sens maintenant. Et là, je pense réellement avoir été justement inspirée. Mais y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie dernièrement, beaucoup de signes que j'ai suivis, une conscience majeure par rapport à ce qui se passe, autant au niveau individuel qu'au niveau de la planète, et pourquoi pas de l'univers, mais qui montre le chemin. J'aime bien dire que les chansons, elles sont dans l'éther et qu'à un moment donné, justement parce qu'elles vibrent à la même fréquence que nous, que moi, en tout cas, tu chopes des mélodies, des mots, tu sais pas trop d'où ça vient, c'est magique tout ça. Je pas la prétention du tout de me dire, et puis ce serait même... Il y a des fois où tu penses aux chansons, et là tu dis ok, je vais écrire sur ça, moi ça marche pas, j'ai essayé, j'y arrive pas. Vraiment, je laisse venir l'inspiration comme ça, et j'imagine vraiment ces notes qui voyagent dans l'éther et que hop, tu t'en attrapes une autre, et puis tu mets ça dans un ordre, et c'est là où c'est pensé, plus ou moins. Mais que il faut être ouvert, il faut avoir l'esprit ouvert, il faut avoir pour pouvoir choper. Et puis c'est très fragile, c'est très rapide. Il faut écrire tout de suite ou avoir un pense-bête. Le téléphone, moi j'enregistre très 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 souvent, et puis après, quitte à y revenir après et à y travailler. Mais si j'imagine, maintenant je me connais assez pour savoir que si je pense que je vais m'en souvenir, je dis ah tiens cette idée elle est belle et tout, je vais m'en souvenir. Non, c'est mort. Je m'en souviendrai pas, ça m'est déjà arrivé. Et donc depuis, même la nuit, je dors à côté avec papier, crayon, ou même le téléphone pour en pleine nuit. Et ça s'est passé comme ça pour beaucoup de chansons de Safe and Sound. Cet album est très différent des autres, donc? Non, pas très différent, mais en tout cas beaucoup plus conscient, oui. Et encore, je veux dire qu'il est beaucoup plus conscient même à ritroso, c'est-à-dire après coup. Alors vous utilisez l'anglais, vous utilisez l'italien, on passe au français. Pourquoi l'italien ? Pourquoi l'italien ? Parce que vous rêvez en italien ou... Ça m'est... Oui, je me suis même surprise. Tiens, ça c'était in italiano.
Oui, parce que ça fait 20 ans que... Enfin, j'ai vécu à Rome pendant 20 ans. Un peu plus de 20 ans même. Et je devais rester 6 mois à la base. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté à Rome ? Roma, l'amour pour Rome. Ah, c'est une ville aussi, là encore, très magnétique. Et une terre très particulière, Ouais. la ville de Rome. Mais il n'y a pas de... Encore une fois, il n'y a pas de hasard. Tout ce parcours... Paris aussi, hein. Paris, au niveau des énergies, c'est puissant comme ville. Et puis en plus, en ligne, on pourrait faire Paris, Rome et Dakar. Et ouais, je sais pas, il y a quelque chose que je dois comprendre encore. Sûrement, ou pas tant comprendre, mais en tout cas assimiler. Ou voilà, parce que c'est pas le fait de comprendre en fait. Même pas du tout. Si on veut comprendre, c'est là qu'on comprend encore moins. J'imagine que voilà, il faut se laisser porter. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à Rome particulièrement ? Qu'est-ce que vous en retenez ? Là aussi... Son histoire, les couches d'histoire. Non, Olivier, c'est vraiment pas... c'est plus abstrait que tout ça. Il y a quelque chose à Rome dans son atmosphère, dans l'air, dans la couleur même de son ciel. Le bleu du ciel à Rome, c'est pas le même que le bleu à Paris, c'est pas le même que le bleu à Dakar. C'est vraiment très particulier et encore une fois, elle m'a envoûtée cette ville. Et je reviens aux énergies. Mais ça, j'arrive à le dire maintenant parce qu'avant, je comprenais pas. Il y a vraiment un moment donné où je rentrais à Rome, à Termini, et Termini, c'est pas le plus beau des endroits à Rome, mais j'avais l'impression d'être chez moi. Alors, est-ce qu'il y a des réminiscences de vie antérieure ? Je ne sais pas. Mais il y a des énergies, en tout cas communes, avec cette ville, qui ont fait que voilà, j'ai été subjuguée, plus même encore. Quelle différence vous faites quand même entre ces énergies, entre Dakar, qui était très présent dans votre vie des toutes petites, Paris, qui est quand même une énergie... qui a une énergie, en tout cas, il y a peut-être plus mentale et intellectuelle, et Rome, où il y a cette lumière, cette puissance, cette sensualité de la ville, et l'art italien. C'est vrai que ce sont des énergies différentes dans chaque ville, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, cette multiculturalité est une richesse pour moi, beaucoup de facettes, bien sûr. C'est ce qui fait la beauté de notre monde, tout simplement, le fait que, voilà, il y a autant de beauté et de différence, justement. Non, ce serait tellement ennuyé, ce serait tellement... Je sais que c'est très basique de dire ça, mais c'est tellement vrai, en fait, que notre unicité fait la beauté de notre monde. Notre spécificité, cette fréquence unique qu'on a, je ne sais pas combien de milliards on est sur cette planète, et il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, c'est un miracle. Et justement, dans ces récits et dans ces inspirations que vous avez au travers de vos voyages, au travers de vos cultures et différentes cultures que vous apprenez à relier, sûrement dans vos chansons aussi, puisque vous en parlez un peu, qu'est-ce qui vous nourrit aujourd'hui comme histoire ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Quel récit récent vous avez lu ou qui reste constamment présent en vous et vous nourrit encore plus ? Il y a tellement de choses. Vraiment. Tout simplement parce que j'aime les gens. Et cette connexion avec tout le vivant, je la ressens. Et de manière de plus en plus forte. De manière de plus en plus concrète. Il y a des fois où vraiment, réellement, je rentre dans le métro parisien et j'ai cette vague d'amour pour toute la rame des personnes qui sont là que je ne connais pas, et en même temps, je sens qu'on est reliés, qu'on est liés, et que je vois la beauté dans chaque être, en fait. Et parce que je me reconnais, elles sont en moi et que je suis en eux. En conscience, on ressent ça. Et ça m'inspire énormément. Ça me touche beaucoup. Enfin, la lumière est là aussi. Moi, je la vois. È un'indole, c'est en moi, cette manière de voir les choses avec optimisme et avec beaucoup d'espoir aussi. Et c'est ce que j'écris dans mes chansons. En tout cas, vous avez envie de le partager. Oui. Et vous l'avez partagé avec nous ce matin. Merci beaucoup.
Florence Dormoy, vous venez d'entendre Awali. Oui. Comment ces mots résonnent pour vous ? Alors déjà, de manière là très par rapport à un vécu personnel, quand elle a évoqué le Churai, qui est l'encens, moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour le Sénégal il y a maintenant assez longtemps. J'ai failli aller vivre à Dakar, donc pour dire quand même à quel point j'avais un coup de cœur pour cet endroit. Et le Churai, même si je suis pas allée au Sénégal depuis très longtemps, si je le sens aujourd'hui, ça m'entraîne, voilà. Après, ce qui me touche beaucoup, c'est tout ce dont elle parle d'ailleurs beaucoup à la fin de l'entretien. Elle parle d'énergie. Elle parle je trouve que c'est une personne très spirituelle, dans ce qu'il y a de plus simple comme acception de la spiritualité. Ça me touche beaucoup quand elle parle d'énergie. Elle en parle quand elle parle de la lignée de femmes, de sa famille qu'elle ressent, vraiment en termes énergétiques. Et ça, moi, je peux le ressentir aussi avec les femmes de ma famille. Ma grand-mère, arrière-grand-mère, ma mère, enfin, qui est encore en vie, mais quand elle dit « elles sont là en moi », moi, je ressens la même chose. Donc, je comprends très bien. Et quand elle parle d'énergie, en parlant de Rome, en parlant de l'arbre à palabre, en disant « c'est pas tellement les mots, c'est l'énergie ». Et elle parle aussi du fait qu'on est tous reliés. Ça, je peux le ressentir aujourd'hui. Pas il y a 10 ans, 15 ans, c'est vraiment aujourd'hui. Donc ça me touche beaucoup. Après, elle a dit autre chose aussi qui m'a vraiment... que j'ai trouvé très jolie. Elle parle du Petit Prince. Elle parle de l'idée d'un ami imaginaire. Je trouve que c'est très touchant. Et surtout, elle dit que une fois adulte, elle s'est dit qu'elle percevait... elle a eu un regard sur son enfance, et elle, enfant, par rapport au Petit Prince, elle s'est rendue compte qu'elle percevait enfant le vrai, et une manière de vivre de manière honnête et sans artifice. Ça aussi, ça me touche beaucoup, parce que quand on parvient, je sais pas, ça doit être très difficile, mais à garder ça une fois adulte, c'est précieux, et on y parvient peut-être par moment. Enfin, moi, parfois, j'y accède par moment. Et voilà, quand on arrive à être dans elle disait la simplicité, l'honnêteté dans la façon de vivre les choses, c'est quelque chose que je trouve très rare. Mais quand on peut y accéder et se débarrasser du costume social, du costume et aussi des rapports de loyauté, etc., mais être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus simple qui est relié à l'enfance, ça me touche. Voilà. Merci, Florence. Merci, Olivier.